Non. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux pour ce premier pitch du nouveau cycle de webinaires proposé par la Coordination nationale des cités éducatives avec l'ensemble du réseau éducation de la politique de la ville de la NCT. Premier pitch qui aura pour sujet la lutte contre le décrochage scolaire. Nous avons la chance d'accueillir Dominique Fassou, euh, Ah pour oui. la cité éducative de Toulouse, qui reviendra notamment sur le projet de micro-collège dans la cité éducative du Grand Mirail, et Anne-Sophie Romero, qui présentera le PRE de la ville de Montpellier, et notamment la plateforme de prévention du décrochage scolaire. C'est, comme je le disais, un premier pitch, un premier test, un premier essai pour mettre en avant, valoriser les projets qui sont portés sur nos territoires en matière d'éducation. Nous reviendrons à la rentrée chaque mois avec une thématique et chaque mois une thématique et deux témoignages de deux différents territoires portant des initiatives toujours à valoriser, toujours à promouvoir, en espérant que ces premiers témoignages et ceux qui arriveront à la rentrée vous inspireront sur les différents sujets éducatifs que nous aborderons. Madame Fassou, pour commencer, je vous laisse la parole pour nous Oui, présenter la cité éducative du Grand Mignard et le projet de micro-collège. merci Victor, merci. Bonjour à tous et toutes. Donc, je suis Dominique Fassou, chef de file éducation nationale de la cité éducative du Grand Mirail et de la deuxième, puisqu'on en a deux sur le territoire toulousain et du Nord, là-bas chez Isard Trois Cocus. Alors, pour présenter brièvement le fonctionnement de cette cité éducative, territorialement, c'est la plus étendue du territoire français de toutes les cités éducatives. Ça a été un choix politique du rectorat de me dédier à plein temps sur la gestion de cette cité éducative, puisqu'elle a démarré en septembre 2019 et une deuxième a démarré sur le territoire toulousain en septembre 2021. Voilà, c'est une des particularités d'avoir un chef de file dédié à plein temps sur cette fonction, ce qui facilite grandement évidemment le fonctionnement, puisque par rapport à mes collègues qui sont chefs de file en plus de leur établissement, euh, et je sais que une situation qui est tout à fait confortable, mais en même temps qui augmente le degré d'exigence sur la gestion, puisque je suis sans cesse sur un fonctionnement opérationnel en interaction permanente avec le territoire, qui sont la mairie et la métropole de Toulouse, puisqu'il y a une imbrication dans le système. Ça Euh, marche. Et voilà. sinon, je voulais te demander aussi, les... C'est bon, c'est bon. Oui, Non, allez-y, allez-y. j'ai cru qu'on entendait. Donc, dans ce contexte-là, confortable et particulier, un, un projet est né qu'on appelle le micro-collège, qui est né sur la cité éducative du Mirail. C'est un dispositif qui est né à l'initiative d'un des collèges de la cité éducative, hein, puisqu'on avait 6 collèges au départ, dont 2 qui ont fermé, qui ont été déployés en collège mixité. Donc, on a 4 collèges sur la cité éducative du Grand Mirail. Et ça a été une volonté de la principale qui est vraiment inscrite dans le fonctionnement de la cité éducative. Et d'emblée, lors de cette proposition de la principale, on a décidé de s'associer à ce dispositif et de voir comment le fait d'être inscrit dans une cité éducative, ça apporterait une plus-value sur ce micro-collège dont l'objectif principal est lié à la thématique abordée aujourd'hui, lutter contre le décrochage. Donc, d'emblée, ça a été une collaboration entre l'éducation nationale, ce collège et la cité éducative. Alors, au niveau du fonctionnement, euh,
Il y a eu un engagement fort aussi de la part du rectorat. Ça, je donne l'exemple, j'appuie là-dessus sur cette volonté forte du rectorat parce que c'est un dispositif qui peut se reproduire sur d'autres cités éducatives, mais c'est corrélé au fait que l'éducation nationale s'est engagée puisqu'elle a créé 3 ETP dédiés à cette action. Les ETP que vous voyez sur un exemple type d'emploi du temps de quatrième de ces élèves. Alors, il y avait 3 finalités à ce micro-collège. Donc, c'était œuvrer à la remobilisation d'élèves qui étaient complètement décrocheurs, repérés à la fin de la 5e. Il s'agissait donc de repérer ces élèves, pas seulement sur ce collège-là, mais sur les 4 de la cité éducative. Et une fois qu'ils étaient repérés, de leur proposer de s'inscrire dans le dispositif micro-collège qui était sur ce collège-là, qui s'appelle le collège Georges Sand. Le but, c'était de les raccrocher, de faire en sorte que de décrocheurs, ils passent à une situation de raccrochage pour consolider les acquis et aller vers l'obtention d'un diplôme et de construire une orientation. Pour proposer cette remobilisation, les équipes éducatives du collège ont proposé une approche modulaire afin de s'adapter aux profils identifiés, en variant l'offre avec un emploi du temps adapté, avec des temps d'apprentissage, de formation, de découverte et d'activités spécifiques en dehors des apprentissages classiques. Évidemment, il s'agissait pour ces équipes-là d'aménager un emploi du temps qui était attractif sur des élèves qui étaient complètement décrocheurs. Les élèves, ça c'est pour répondre aux questions, les élèves décrocheurs donc, sont repérés à la fin de la 5e par les équipes pédagogiques des 4 collèges de la cité éducative. Ils sont repérés et proposés dans une commission d'affectation. Et à l'issue de cette commission d'affectation, ils sont affectés de manière dérogatoire sur le collège Georges Sand pour participer à ce module de lutte contre le décrochage. Alors, il était clair qu'il y avait 4 profils qui ont été identifiés. Donc, il s'agissait soit de décrocheurs avérés, soit d'élèves en état de vulnérabilité scolaire, soit des élèves qui étaient confrontés à des problématiques connecté, qui entraînaient un décrochage, soit des élèves qui étaient en état de socialisation empêchée, par exemple, phobie scolaire. Parce que ça nous a été souvent, abordé, le profil NDPH ou profil un peu fragilité psychiatrique n'a pas été retenu parce qu'on estimait qu'on n'avait pas les moyens efficaces d'aborder ces profils-là. Alors, comment la cité éducative s'est évidemment inscrite dans ce modèle-là, il fallait avant tout que les parents soient convaincus des bienfaits de ce dispositif et il fallait les convaincre d'accepter que l'enfant soit scolarisé dans un autre collège que le collège qui était initialement prévu. Donc, la cité éducative s'est inscrite dans ce dispositif puisque nous avons 4 postes de médiateurs faits par la cité éducative qui se sont inscrits d'emblée dans ce travail d'interface avec les familles, c'est-à-dire faire le lien avec les familles, leur présenter le dispositif avec les équipes pédagogiques, mais pas que, puisqu'on sait que les parents d'élèves décrocheurs sont souvent en rupture totale par rapport au système. C'est un professionnel, au revoir. Allez-y, Dominique. Oui. Donc, il s'agissait de convaincre les parents d'adhérer à ce dispositif et d'accepter de les scolariser sur un autre collège que ce qui était prévu. Donc, les médiateurs de la cité éducative ont trouvé
leur rôle important. Et puis, ils continuent à suivre ces familles-là, puisque ce dispositif, le décrochage scolaire, est souvent lié à des situations fragiles de parentalité. Et donc, les médiateurs sont sans arrêt en interface avec les familles une fois qu'ils sont scolarisés sur le dispositif. Alors, la mise en œuvre concrète, c'est un emploi du temps adapté, ajusté, comme vous avez vu sur le slide, avec évidemment un emploi du temps aménagé et allégé, puisque ce sont des élèves qui étaient en rupture totale. Et le but entre la quatrième et la troisième, ça a été de renforcer, à partir de la quatrième, de renforcer l'emploi du temps en troisième, de manière à ce qu'on puisse travailler avec ces élèves-là sur leur parcours d'orientation, d'être dans une démarche de projet et essayer de les raccrocher à des vœux d'orientation corrects, ambitieux. Et pour vous donner un ordre d'idée, voilà, sur cette année, sur donc les élèves de troisième, sur le parcours d'orientation, donc il y a une cohorte de troisième, on est arrivé à 15 élèves. Alors il faut se voir que le dispositif est ouvert à 20 élèves maximum. Là, on était à 15 élèves parce qu'on a eu un recrutement à 18. On n'est pas arrivé à 20 élèves sur la cohorte de quatrième qui est passée en troisième. Les 18 qui étaient en troisième, on a perdu 3 élèves, un pour une question de déménagement, deux pour, c'était des élèves qui faisaient l'objet d'un accompagnement ASE, donc ils ont été déplacés, changés de famille d'accueil, changés de territoire. Mais les 15 autres élèves sont restés, sont passés en troisième. Et sur la cohorte de troisième, donc, nous avons eu 13 élèves qui ont été, qui ont eu leur vœu 1 d'orientation, dont une en seconde générale, et 2 qui ont eu leur vœu 2. Donc, les 15 sont affectés, soit sur, à l'immense majorité sur un vœu 1, donc une en seconde générale, je le répète, et c'était des élèves qui étaient totalement décrocheurs à la fin de la cinquième. Donc, en termes d'efficacité, de résultats par rapport à le travail qu'a mené l'équipe éducative, je pense qu'on... voir s'il y avait possibilité de pouvoir... Oui, excusez-moi, je n'entends pas les... Non, mais allez-y, Dominique. Allez-y. Donc, il y a évidemment tout un travail qui a été fait sur le travail des compétences psychosociales, évidemment parce que c'était des élèves qui avaient des profils particuliers. Et la cité éducative aussi s'était inscrite sur toutes les activités qui étaient menées en parallèle avec les ingénieurs pour l'école, par exemple de Airbus. On a fait un travail de collaboration, puisque c'est une collaboration active dans le cadre de la cité éducative. Beaucoup quand le dispositif micro-collège est né, évidemment dans la cité éducative, beaucoup d'associations, il faut le dire, on pensait qu'il s'agissait d'une manne financière et donc ils ont cherché à s'inscrire dans le dispositif micro-collège sans chercher à comprendre les objectifs et surtout à être en adéquation avec le travail pédagogique que menaient les équipes. Donc, nous, en tant que cité éducative, ça a été notre travail d'arbitrage. On a travaillé avec l'équipe pédagogique, on a travaillé sur leurs objectifs, leurs projets pédagogiques, et en fonction de leurs projets pédagogiques, on leur a fait des propositions par rapport aux associations avec lesquelles on travaille, par rapport aux structures, pour qu'il y ait une adéquation totale et que ça ne soit pas des actions plaquées sans aucune cohésion, sans aucun but. Et ce qui explique que l'équipe pédagogique du collège travaille avec la cité éducative dans une relation de confiance. Et en fait, on a déchargé aussi le chef d'établissement qui, lui, travaille sur l'aspect pédagogique, l'aspect psychosocial, l'arbitrage, la parentalité. Et pour lui, en tant que chef d'établissement, c'était compliqué de rendre un arbitrage sur les structures cité éducative. Donc, en fait, nous, les coordos de la cité éducative, et moi en particulier, puisque c'était quand même un projet d'éducation nationale,
j'ai arbitré la participation ou la non-participation de certaines structures en fonction des objectifs qu'on s'était fixés. Et je pense que le rôle d'une cité éducative, c'est aussi ça, c'est de ne pas être dans le projet pour le projet ou plaquer un projet pour avoir un financement, mais être dans une cohérence par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Parfois, ça a été un arbitrage un peu compliqué, hein, puisque certaines structures souhaitaient vraiment adhérer à ce projet parce qu'elles y voyaient une manne financière. Et voilà, moi en particulier, j'ai dû rendre des arbitrages parfois un peu inconfortables, mais je pense qu'une cité éducative efficace, c'est aussi ça, et de rendre des arbitrages cohérents. Voilà, à peu près, je peux répondre aux questions. Donc, vous avez les emplois du temps aménagés. Et puis, j'ai rajouté, bon, j'essaie de simplifier la présentation des verbatims d'élèves sur la troisième diapo, où on voit, voilà, vous avez les verbatims d'élèves, de ces élèves donc, qui ont fait 2 ans de micro-collège. Et à travers leur verbatim, on voit qu'ils ont vraiment raccroché le système scolaire, puisqu'ils sont dans une démarche de réussite où ils ont raccroché aussi cette démarche d'évaluation. Ils adhèrent totalement. Ma moyenne générale a beaucoup monté. Donc, il y a vraiment eu une évolution en 2 ans de ces profils d'élèves mais je le dis, c'est vraiment pas une exagération. Ils étaient totalement décrocheurs en 5e. Ils avaient disparu carrément des radars des collèges. Des collèges. Merci beaucoup, Dominique. Je vais donner la parole à Anne-Sophie pour le PRE de Montpellier. On aura ensuite, comme écrit dans le chat, une session plus ou moins de 15 minutes de questions-réponses à l'oral et par écrit, si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à les écrire dans le chat dès à présent. Merci beaucoup, Dominique. Anne-Sophie, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc Anne-Sophie Romero, je suis coordinatrice du PRE de Montpellier. Donc, je vais vous faire une présentation briève pour démarrer le PRE, pour en venir à la plateforme de prévention du décrochage scolaire qui a été mise en place dans le cadre de la cité éducative sur Montpellier. Donc, tu peux passer, Victor. Donc, Montpellier, c'est une ville de près de 310 habitants en 2021. Il y a 10 QPV. La particularité sur Montpellier, c'est que les QPV ne sont que dans la ville-centre. Il n'y a pas de QPV sur la métropole. Donc, le PRE, lui, il est en place depuis 2006, porté par le CCAS depuis 2020. Et on compte 6 réseaux d'éducation prioritaires sur Montpellier, une maison départementale et 10 services territoriaux. C'est le département qui découpe Montpellier en 10 services différents. Et le PRE, donc actuellement, on couvre 53 écoles primaires, 12 collèges, ce qui correspond à peu près à 13 000 élèves. On conventionne avec 14 associations, 3 qui mettent à disposition des professionnels en tant que référents de parcours, notamment sur la santé. J'ai des psychologues qui interviennent, une association, 2 référentes de parcours avec une spécificité puisque l'association d'origine, c'était l'accompagnement des élèves gitans, et une association justement sur la plateforme de décrochage scolaire, j'y reviendrai tout à l'heure. 9 associations pour des actions collectives, que ce soit ou pour le PRE ou pour la plateforme, et 3 autres associations, des accompagnements individuels, donc la FEB, je pense que vous connaissez tous pour le mentorat, la Ligue de l'enseignement, c'est le coup de pouce clé pour les CP, et ESA, entraide scolaire amicale, pour également du mentorat pour l'aide aux devoirs. Et sur Montpellier, on met en place également des actions collectives sur des thématiques différentes. Donc, la justice en lien avec Alors, tu passes à la slide d'après, Victor. Voilà. La justice avec le CLSPD, la mise en place du CDDF. Donc, on participe à une exposition 13-18 avec la PJJ.
On a une action très importante du sport. La ville nous permet de permettre aux enfants de participer à des matchs de foot, de hand, le FID, enfin diverses activités. La culture aussi, c'est un projet très important pour le PRE. On met en place des sorties ponctuelles, encore une fois grâce à la mairie, des semaines thématiques dans des domaines spécifiques de la ville et on monte un parcours culturel pour les familles. On a monté un projet d'éducation numérique, les écrans autrement. Là, c'est les référents de parcours qui animent ces ateliers-là sur toute l'année auprès des enfants du PRE. Et deux autres actions, donc le stage de pré-rentrée et les chemins de la réussite, sont deux actions spécifiques donc de la plateforme. Je vous en parlerai tout à l'heure quand j'entrerai dans le détail de la PPDS. Là, je vous présente donc les 10 quartiers de la ville de Montpellier sont découpés comme ça. Et là, on est donc 16 professionnels au PRE, 9 agents CCAS et 7 des associations, ce que je vous disais tout à l'heure, pour 13,2 ETP. Et donc, une cité éducative créée en 2020 sur les quartiers Mosson et Selle-Neuve. C'est ceux qui sont représentés avec les croix blanches sur la gauche de la ville de Montpellier. Donc, Mosson, le plus gros quartier, alors là, il y a 20 600 habitants. Selon les sources, on monte à 23 000. Et Selle-Neuve, le tout petit quartier qui est quasiment collé à celui de Mosson. Donc, c'est à partir de la création donc, de cette cité éducative qui est apparue qu'on a créé la plateforme de prévention du décrochage scolaire, donc communément dit la PPDS. Donc, la genèse du projet, c'est bien suite à la création de la cité éducative. Donc, vous connaissez les 3 objectifs nationaux des cités éducatives, je ne vais pas revenir là-dessus. Ma prédécesseuse a répondu à un appel à projet de la cité éducative et c'est comme ça qu'a été créée la plateforme de prévention du décrochage scolaire en 2020. Alors, l'équipe, là, je vous parle maintenant aujourd'hui comment elle est parce que depuis 5 ans, effectivement, ça a évolué puisqu'il y a eu plus de demandes et plus de monde. Donc, aujourd'hui, l'équipe, elle est composée de travailleurs sociaux et d'un panel d'associations. Donc, pour le CCS, j'embauche 1,6 ETP d'éducateurs spécialisés en tant que référent de parcours. Donc, après, je vais détailler les 3 axes de la PPDS, vous comprendrez mieux leur travail. Ah, voilà. Il y a aussi un 0,2 ETP d'éducateurs spécialisés d'une association qui est vraiment fil rouge de cette plateforme, qui est là depuis le démarrage aussi à la création, et 0,2 de coordination. Plus les 5 associations qui sont conventionnées, qui accueillent les élèves exclus, et d'autres associations avec lesquelles on a un partenariat très régulier pour les actions collectives notamment. Donc, dans le détail, la plateforme du décrochage scolaire, c'est 3 axes. Donc, le premier axe, c'est l'accueil des élèves exclus, dont les élèves en mesure conservatoire ou exclus temporairement des 3 collèges de la cité éducative. Donc, ils sont accueillis par les structures, notamment les associations que je vous citais tout à l'heure. Surtout, l'accueil se fait de 1 à 5 jours. L'objectif, c'est vraiment de diversifier la prise en charge et de favoriser le lien entre les jeunes du territoire, les partenaires du territoire, afin qu'il y ait un travail de prise de conscience des actes et une projection scolaire et professionnelle. Donc, sur cet axe-là, je vais rentrer un petit peu plus en détail tout à l'heure pour vous dire vraiment comment on le fait, parce que c'est l'axe qui intéresse peut-être le plus pour lutter contre le décrochage scolaire. Le deuxième axe de la PPDS, c'est l'accompagnement socio-éducatif par les éducateurs spécialisés en individuel, qui en plus des élèves exclus, peuvent être orientés des enfants qui sont en prévention du décrochage scolaire, pour lesquels les collégiens, les collèges, notamment les CPE, se disent un accompagnement renforcé du jeune pourrait être favorisé et éviter peut-être une exclusion. Donc, c'est les éducateurs qui interviennent à ce moment-là. Et depuis 1 ou 2 ans, on est vraiment sur les CM2. Ils prennent tous les CM2 aussi en charge pour faciliter le passage CM2 6e qui parfois est compliqué et parfois on perd les jeunes à ce moment-là. Donc là, c'est les 1,6 ETP d'éducateurs spécialisés qui interviennent. Et la troisième axe, c'est l'ingénierie de projet. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a un stage de pré-rentrée qui est mis en place tous les ans fin août sur 3 jours avec les associations du territoire pour regrouper les jeunes, travailler le rythme, la reprise du rythme, la collaboration entre eux. Et le deuxième projet qui a été initié cette année, qu'on appelle les chemins de la réussite,
C'est l'association qui est fil rouge sur la structure qui, en février et en avril, a accueilli 5 à 6 jeunes que les éducateurs du PRE suivaient sur du collectif pour travailler vraiment qu'est-ce que c'est la réussite. Qu'est-ce que c'est pour vous la réussite? Donc, sur les 3 jours, ils travaillent en mots, en images, en photos et en plus, ils font des activités, ils sortent, ils vont faire du sport, enfin, il y a plein de choses. Et l'évolution entre le premier jour et le 4e jour, ils présentent à leurs parents l'évolution de leur pensée, en tout cas au niveau de la réussite. Donc, je vais m'attarder un petit peu maintenant sur vraiment l'accueil des exclus, comment ça se passe. Il y a vraiment un protocole qui a été mis en place et qui s'est affiné au fil des années. Donc, c'est les collèges qui nous interpellent, évidemment. Ils envoient une fiche d'orientation qui est déjà signée par les parents. À la base, l'enfant, il est notifié, il a une exclusion, les parents signent la proposition d'être accueilli dans le cadre de la PPDS. Une fois que c'est validé, le référent, un des 2 éducateurs donc du CCAS, reçoit la fiche et reçoit les parents et signe un contrat d'accueil pour que les parents adhèrent vraiment à l'accueil de cette structure avec toutes les autorisations, etc. Et on informe toutes les structures qui, du coup, se mettent en route pour accueillir le jeune par le biais d'une fiche de liaison. L'accueil se fait donc de 1 à 5 jours dans les diverses structures. Je vous montrerai tout à l'heure le parcours. A été initié depuis 2 ans, il me semble maintenant, un repas qui est pris en commun le jeudi midi avec une association de prévention spécialisée et le référent du CCAS. Le repas est confectionné avec le jeune et pris avec lui, ce qui permet d'avoir un œil pendant la semaine et de pouvoir voir le jeune de manière différente à ce moment-là. Chaque structure qui accueille le jeune complète la fiche de liaison qui lui est envoyée au démarrage pour faire un petit bilan de l'accueil, comment ça s'est passé, comment s'est comporté le jeune, s'il y a des choses particulières à travailler. Et ces fiches sont renvoyées au référent du CCAS qui, lui, à la suite de l'exclusion, va recevoir une fois le jeune seul, une fois les parents, avec les parents. Et après, il y aura un bilan qui sera remis au collège en présence du CPE, du prof principal, directeur SECPA, en fonction de la personne qui l'aura orienté. Donc, il y a vraiment un suivi. C'est pas juste la prise en charge de l'exclusion. Il y a vraiment un suivi derrière qui s'est mis en place. Depuis l'année dernière, on a expérimenté ça. Et ce qui permet d'avoir derrière un retour au collège favorisé pour ces jeunes-là. Donc, je vous ai mis après dans la slide suivante, là, c'est l'outil fiche de liaison, donc qui est rempli par les référentes éducateurs spécialisés de la plateforme et qui les envoie ensuite à chaque structure qui va accueillir le jeune et qui va le compléter à chaque fois qu'il aura vu le jeune. Voilà, il y a les points forts, les difficultés, les problématiques familiales, parce qu'il y a des choses, le jeune, des fois, il va dire des choses de sa vie personnelle à la structure, pas spécialement au référent éducateur, et c'est important que ça puisse être repris derrière. Donc voilà, cette fiche, elle est complétée par toutes les structures, ce qui nous permet d'avoir un bilan quand même exhaustif pour le jeune à son retour au collège. Ensuite, je vous présente, je ne sais pas si on va bien le voir, la slide suivante, c'est le contrat d'accueil qui est signé avec les parents juste avant la prise en charge. Oui, c'était voilà, juste avant la prise en charge du jeune exclu dans les structures. Ce contrat est signé avec les parents qui permet ensuite d'avoir un accompagnement et les 3 rendez-vous, je vous disais, qui sont pris après avec le jeune, les parents et le collège sont déjà indiqués dès maintenant. Et du coup, ça engage aussi le jeune et ça nous permet d'être en lien aussi avec les parents et de se dire c'est mutuel. On travaille, de toute façon, les PRE, on ne travaille qu'avec l'adhésion des parents. Donc là, on la réaffirme par la signature de ce contrat. Et la slide suivante, c'est le flyer qu'on remet par contre aux jeunes, où là, il y a son emploi du temps de la semaine, le planning du parcours de réussite qu'on a appelé. Donc là, il y a toutes les associations qui accueillent le jeune du lundi au vendredi. Et l'association, donc la Unisson, on voit, elle est le fil rouge, c'est lui l'éducateur qui met en place l'action collective, les chemins de la réussite, que je vous disais tout à l'heure, et qui accueille les jeunes 3 fois. C'est un éducateur spécialisé aussi. Lundi, mercredi matin et vendredi après-midi et qui recueille tous les bilans avec le référent de parcours du PRE pour pouvoir suivre le jeune au plus près.
il y a le trajet du jeune qu'il va faire dans la semaine après avec toutes les associations et tous les partenaires financiers qui sont indiqués sur ce flyer. Et là encore, on remet les 3 rendez-vous que les collègues éducatrices auront avec le jeune, le parent et le collège à la suite de l'exclusion. Donc, quelques chiffres ensuite, juste pour illustrer tout ça. Donc, sur Montpellier en 2024, on a accueilli 970 enfants, 1046 parcours. Et dans ces parcours-là, la PPDS spécifiquement sur les 2 éducateurs, il y a eu 38 exclusions sur les 3 collèges, ce qui fait à peu près un peu plus d'une exclusion par semaine. Et 77 collégiens qui ont été accueillis en accompagnement socio-éducatif par les 2 éducatrices donc de la PPDS. Et sur les autres QPV, eh ben, le travail qui a été proposé par les éducateurs sur ces collèges m'a interrogée et du coup, j'ai pu embaucher un autre éducateur spécialisé qui fait le même travail d'accompagnement socio-éducatif sur les autres territoires, donc du CM2 à la 3e. Il accueille les jeunes en accompagnement socio-éducatif un petit peu renforcé pour lutter contre le décrochage scolaire et accompagner aussi toutes les problématiques éducatives que peut rencontrer le jeune et ses parents. Et depuis l'année dernière, donc la ville de Montpellier a été porteuse d'une expérimentation pour l'accueil des exclus sur les autres territoires, en mettant en place un accueil dans 2 collèges et 2 maisons pour tous, qui ont expérimenté l'accueil de ces jeunes-là dans les maisons pour tous. Ce projet va s'essemer sur septembre. On va toucher 2 autres collèges et 2 autres maisons pour tous, sachant qu'il y a déjà une autre action qui est menée par l'association APS 34 qui, sur un autre collège, accueille déjà les jeunes dans une maison pour tous. Donc, tout ça se fait en partenariat. C'est pas le PRE qui le porte, c'est vraiment porté par la ville. Mais du coup, sur les autres territoires, les exclus ne sont pas tous encore pris en charge, mais on devrait y arriver sur Montpellier à force de travail en collaboration avec tous les partenaires de la ville. Voilà, je pense que j'ai fait mes 15 minutes. Merci. Merci beaucoup, Anne-Sophie. On va pouvoir passer au temps d'échange, donc, jusqu'à plus ou moins 14h45. Alors, on a déjà 3 questions dans le chat. On peut commencer par celle-ci, et ensuite, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser directement. Alors, la première, je suppose qu'elle vous est destinée, Anne-Sophie, c'est de Anne de Liony de la Caisse des écoles de Chambéry. Bonjour, quel délai entre l'exclusion temporaire et l'accueil? 1 à 5 jours. Alors, jusqu'à il y a 2 ans à peu près, on était très, très, très réactifs, c'est-à-dire que les collèges pouvaient nous interpeller le vendredi pour un accueil le lundi. Sauf qu'on a été un peu débordés, donc on a acté que pour un accueil le lundi, l'orientation peut se faire jusqu'au jeudi midi précédent. Sinon, après, on décale à un accueil le mercredi ou le jeudi. Je sais pas si je suis claire. On se donne un délai d'1 jour et demi, 2 jours, le temps que les éducatrices puissent rencontrer les parents et faire signer ce contrat, en fait. C'est quand même très rapide malgré tout. Merci. Toujours pour vous, je pense, de Marie Duval de la mairie de Villefontaine. Réussissez-vous à tenir les délais date de l'exclusion? Réactivité plus des assos d'accueil nécessaires. Oui, les associations sont... Alors, ça fait 5 ans qu'on travaille quasiment avec toutes les mêmes. On a eu un changement seulement. Sont très réactives et savent que du jeudi pour le lundi, elles peuvent avoir un jeune qui sera accueilli et elles sont prêtes. Et j'avoue que c'est rodé et que ça marche très, très bien. Voilà, c'est calé d'une année sur l'autre. Voilà, elles ont le même temps de réactivité que nous. On est à max 1 jour et demi entre l'annonce de l'exclusion et la prise en charge. Christine Montero de la Cité éducative de Pontoise. Bonjour, les référents éducateurs du CCAS ne sont pas ceux qui font les accompagnements PRE. Ce sont des personnes en plus, financées par la Cité éducative? Alors, sur la plateforme de prévention du décrochage scolaire, c'est un financement spécifique, effectivement, Cité éducative, puisqu'on a répondu à un appel à projet donc en 2020, et le financement est Cité éducative. Et donc, le 1,6 ETP d'éducatrices spécialisées de la PPDS sont financés via ce fléchage Cité éducative. Les autres, c'est le financement PRE, effectivement.
Je saute quelques questions, mais comme ça, je donne la parole à Dominique Fassou, mais je reviendrai sur les questions précédentes. Combien y a-t-il de classes micro-collèges? Alors, il y a un dispositif qui a été lancé sur un collège expérimental, le collège Georges Sand. Donc, il y a eu une classe. Hein. Il y a une classe pour 20 décrocheurs potentiels et une classe de quatrième. Et puis maintenant qu'on est la deuxième année, une classe de quatrième, une classe de troisième. Donc, ça fait 40 places potentielles. Merci. Franck Bascou de La Rochelle, je suppose pour Anne-Sophie. Et quel lien avec la police vu dans les partenaires avec le CISPD? Avec le CLSPD, Le alors CISPD, pardon, ouais. c'est plus plutôt sur le PRE là qu'on va travailler avec le CLSPD. On fait partie des membres du CDDF, donc de la cellule de veille pour les enfants, et on intervient au quotidien avec la personne référente du CDDF. Dès qu'il y a des questions de prévention de la délinquance, on est interpellé pour savoir si on connaît le jeune, si on ne le connaît pas, est-ce qu'il y aurait besoin de mettre en place un rendez-vous. Il est partie prenante aussi de l'expérimentation des élèves exclus sur les autres collèges, puisque tous ne sont pas en QPV dans cette expérimentation. Donc, c'est à ce moment-là, c'est le CLSPD qui prend le relais là-dessus. Voilà, donc c'est un partenaire quotidien. Voilà. Comment sont financés les postes de référent de la PPDS? Par le financement que j'ai de la cité éducative et complété par le CCAS, donc qui renforce le financement, que ce soit de la cité éducative ou pour le PRE également, le CCAS, via les fonds de la mairie, abonde beaucoup pour que ça puisse fonctionner. C'est la cité éducative, c'est 100 000 euros plus 68 536 du CCAS Ville. Donc, un budget de 170 000 euros à peu près. Pour la PPDS, Oui. premièrement, avez-vous évalué une diminution de la récidive d'exclusion? Et deuxièmement, quelle est la place des parents, notamment à la sortie du parcours? Alors, pas de baisse puisqu'on a on a des exclusions en augmentation chaque année. Donc, il n'y a pas plus de baisse que ça. Par contre, il y a un travail renforcé avec les collèges qui est quand même, voilà, à force de se connaître, ça fonctionne bien. Et les parents sont impliqués en amont, puisque s'ils ne sont pas d'accord pour la prise en charge de leur enfant pendant le temps d'exclusion, on ne les accueillera pas. Ils signent le contrat d'accueil. Après, il y a un autre rendez-vous derrière pour le bilan de l'accueil. Et très souvent, on s'est rendu compte de ça cette année puisqu'on a mis en place ces rendez-vous à la suite, ça se poursuit par un accompagnement socio-éducatif derrière. Ça peut être de quelques mois à plusieurs mois quand il y a vraiment des besoins éducatifs. Donc les parents sont impliqués, ils ne sont pas là présents dans la semaine. Ils vont pas, alors s'ils peuvent accompagner leurs enfants jusqu'à l'association, hein, puisque les trajets ils sont en autonomie, hein, les enfants. Il y a les repas aussi, ils rentrent chez eux ou ils mangent dehors et ils reviennent tout seuls dans les autres structures. Donc sur la semaine, il n'y a pas de travail avec les parents. Le travail, il est en amont et il est après. La première question sur la baisse, c'était pas une question générale, je l'ai peut-être oublié de Ah, préciser, pardon. c'était sur la baisse de la récidive. Alors, si jamais ils sont réexclus une deuxième fois, c'est au cas par cas, mais c'est très rare, malgré tout. On s'en rend compte que c'est quand même relativement rare. S'il y en a 2 ou 3 par an, c'est le maximum. Et là, on réfléchit si il y a une plus-value de reprendre le gamin ou pas, parce que en même temps, il risque de faire le même parcours, la même chose. Donc ça, voilà, au cas par cas. Il y en a eu 2, je crois, cette année qu'on a repris. Mais sinon, il n'y a pas de récidive, ou en tout cas, l'exclusion, le collège ne nous sollicite peut-être pas à ce moment-là. Très bien. Pour Madame Fassou, et ensuite je vous donnerai la parole, la direction citoyenneté de Colombes. Comment s'est passée la refonte de la carte scolaire, les liens avec le département et les autres communes concernées? Alors, par rapport à l'affectation de ces élèves décrocheurs, oui, il y a eu un travail en corrélation avec le département qui a accepté le principe d'une affectation dérogatoire si les familles adhéraient.
Donc, évidemment qu'il fallait ce travail d'articulation avec le département. Ça s'est passé le plus aisément possible. Il y a eu une bonne articulation. Et j'ai vu une autre question aussi sur les 3 professeurs dédiés à ce dispositif. Est-ce qu'ils sont entièrement dédiés à ce dispositif? Oui, ils sont entièrement dédiés à ce dispositif. D'une part parce qu'ils ont leurs heures d'enseignement, mais en même temps, ils ont tout le travail d'accompagnement des familles et de ces élèves qui ont un profil quand même particulier, où le premier trimestre est compliqué. Donc, il y a tout un travail psychosocial qui leur prend énormément de temps. Donc, ils sont dédiés effectivement entièrement à ce dispositif. Mais c'est vraiment une volonté de leur part, une adhésion, et il n'y a pas de professeur dédié à ce dispositif qui ne le souhaite pas. Merci. Alors, la Cité éducative de Colombes qui lève la main, si vous souhaitez prendre la parole. Oui, merci. C'est peut-être une question pour vous, Victor. Justement, c'est juste une demande de précision sur les financements de postes. Euh, sur les crédits cité éducative, on peut financer des postes, justement, comme on pouvait voir que ça l'ait fait là, sur Montpellier. C'est juste sur l'encadrement, voilà, pour être sûr, de ce qui est possible ou pas en dehors des postes de CPO. Hmm. C'est tout. C'est vraiment du cas par cas. On pourra en échanger plus par mail si vous le souhaitez. Ça dépend du projet qui est porté finalement. Donc, Ok, dans une règle générale, non. Mais si vous voulez, on en échange par mail. très bien, parfait. Merci. Alors, à quelle question? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, c'est super. C'est l'SPD, Madame Fassoutek. Les centres sociaux sont-ils associés au suivi des élèves exclus pour avoir une vue d'ensemble du parcours? Associés au suivi des élèves exclus. Donc, je suis Anne-Sophie. Les centres sociaux, c'est-à-dire, c'est le département que vous appelez, voilà, il faudrait peut-être me préciser ce Madame, que vous entendez. Madame Giry, si vous êtes Oui, disponible. bonjour, je travaille pour la cité éducative de Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, et en fait, toute l'organisation des élèves exclus sur la cité éducative de Vitrolles, pardon, sont coordonnés par les centres sociaux. Donc, je voulais savoir comment ça se passait, s'il y avait un lien, du coup, chez vous, parce que j'ai compris, donc c'était le PRE avec le CCAS, mais du coup, est-ce qu'il y a quand même un lien avec les centres sociaux, un peu par secteur, comme ils ont beaucoup d'interventions au niveau des jeunes, en tout cas, sur notre territoire, c'est le cas. Oui, il y a du lien parce que, notamment par le fait qu'une des associations qui accueille nos jeunes s'installe dans le centre social qui est sur le secteur. Donc, il y a de fait, par ce biais-là, déjà, la découverte du centre social et de ce qui se fait. Après, sur Mosson, c'est un centre social qui est très connu et établi depuis des années. Donc, le lien, il y est, toutes les structures. En fait, la Mosson, c'est une petite ville dans la ville, quoi. Donc, ça fait comme un gros village. Donc, tout le monde, c'est vrai que se connaît. Donc, le lien, il y est de fait. Il n'est pas inscrit, c'est pas une convention, c'est voilà, mais c'est du partenariat quotidien qui est fait avec les collègues. Mm. Voilà. Euh, Écoutez, on arrive à la fin de cette session. Le webinaire est enregistré et les slides seront mis à votre disposition sur les 2 groupes PRE et Cité éducative de la grande équipe. Si Dominique et Anne-Sophie, si vous êtes d'accord, je mettrai aussi vos contacts Oui, par mail sur les slides. oui. Merci à toutes les deux pour vos présentations qui étaient très intéressantes et d'avoir initié donc ce nouveau cycle de webinaires. On revient avec vous à la rentrée sur d'autres sujets tout aussi passionnants avec d'autres projets tout aussi intéressants. Merci à toutes et à tous et bonne journée. Merci. Merci. Bonnes vacances à tous. À Oui. venir. Au revoir. Au Merci, bonne revoir. journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.